3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous, le directeur adjoint de la gestion de DNCA. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Thierry Leclerc nous accompagne également, le président d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Et Florian Hielpo à nos côtés également, responsable macro chez Lombardier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Florian, le débrief, commentaire à chaud de la décision et de la communication de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui qui vient de délivrer une 3e baisse de taux, la 2e consécutive, après une première baisse initiée au mois de juin dernier. Qu'est-ce que vous comprenez de la communication et de la suite de l'histoire pour la Banque Centrale Européenne devant nous? On est très loin de la BCE de Jean-Claude Trichet. Ça a pas mal évolué depuis. Il y a une forme de pragmatisme, en tout cas, qui s'est d'abord... cette hausse de taux, elle vient avec le constat qu'il y a un affaiblissement des perspectives. La baisse de taux. Cette baisse de taux. Oui. Vous avez dit cette hausse. Non, mais c'est pour baisse de savoir. taux, Est-ce qu'on revenait à la séquence hausse de taux ou est-ce que cette baisse de taux vient avec la perspective d'une détérioration cyclique en Europe qui commence à être assez visible dans pas mal d'enquêtes avancées. On l'a vu beaucoup avec les PMI, vous le savez. Si on regarde notamment la dynamique, vous savez, des indices de la composante emploi à l'intérieur de ces PMI, on voit bien en Allemagne qu'il est en train de se passer quelque chose de négatif pour être poli, et ça laisse présager de pression déflationniste, non pas inflationniste mais déflationniste, et la Banque Centrale Européenne semble consciente de ça et semble vouloir réagir à cette situation-là. Donc finalement on se retrouve avec une Fed et une BCE qui ont des politiques, qui pourraient avoir ce prochain trimestre des politiques assez différentes. En tout cas, disons une gestion des attentes assez différentes. Aujourd'hui, on a une Europe qui est en train de ralentir avec une inflation qui est marquée en dessous des 2%. Alors, victoire, pas victoire, c'est la grande question parce que le diable se cache dans les détails, bien sûr. Côté US, on a plutôt une reprise de l'activité économique, on le voit, les retail sales, enfin les ventes de détail, pas mal d'enquêtes avancées. Donc, on se retrouve dans une configuration assez troublante pour les marchés où on a d'un côté une banque centrale qui doit délivrer au moins ce que les marchés lui demandent et une autre banque centrale où on se demande si elle pourra vraiment délivrer ce que le marché lui demande. C'est ce statu quo qu'on a en tout cas en fin de journée aujourd'hui. Mais vous dites, on a trouvé une BCE un peu plus préventive, au-delà du discours de l'approche data dependent, meeting by meeting. Vous dites, on a une BCE qui est capable de regarder un peu au-delà. C'est vrai que Christine Lagarde a beaucoup fait référence aux enquêtes PMI, par exemple, plutôt qu'à des données dures qui sont parfois un peu retardées. Il y a un côté un peu forward-looking, là, dans le message de la BCE aujourd'hui. Ce qui est surprenant, parce qu'encore une fois, elle a un unique mandat, cette Banque Centrale Européenne. Hein. C'est pas la Fed qui peut rebalancer son mandat de l'inflation à la croissance, enfin, en tout cas à l'emploi, quand il semble que ce soit nécessaire. Oui, on a une banque centrale qui gère le cycle européen de façon différente. Alors évidemment, avoir le camp allemand avec soi doit changer probablement la donne. L'Allemagne d'aujourd'hui, c'est pas l'Allemagne de 2008 pendant la dernière hausse de Jean-Claude Trichet, qui faisait référence. Loin s'en faut. Oui, on a une banque centrale européenne aujourd'hui qui semble plus axée sur les perspectives de long terme de l'inflation qui viennent avec les perspectives actuelles de croissance. La croissance d'aujourd'hui, c'est l'inflation de demain, et le recul de la croissance d'aujourd'hui, c'est peut-être moins d'inflation demain au coin de la rue. Bon, dans quelle mesure la BCE a changé? Parce que je note quand même que dans le communiqué, le statement de départ qui est validé par l'ensemble du Conseil des gouverneurs, reste cette petite phrase qui nous dit nous maintiendrons, si nécessaire, nos taux à des niveaux restrictifs aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour être sûr que l'inflation est bien à terre. Cette phrase-là, elle existe toujours dans le communiqué initial, en tout cas, François. Quand on regarde l'inflation, c'est vrai qu'on peut se satisfaire du succès de la BCE à baisser l'inflation ou au contraire être inquiet du fait que l'inflation continue à être trop haute. Ça dépend ce qu'on regarde en fait. Si on regarde l'inflation totale, 1,7%, on est parfaitement à l'objectif, même plus bas que l'objectif, donc ça pourrait militer pour une politique monétaire accommodante. Après, il y a quelques effets de base qui font que, grosso modo, en tendance, l'inflation aujourd'hui en zone euro, elle est plutôt à 2%, elle va remonter vers 2% d'ici la fin de l'année et se stabiliser aux alentours de 2% l'année prochaine. Mais il faut avoir en tête qu'il y a des effets de base qui sont très positifs à la baisse de l'inflation sur les prix des matières premières, alors que une autre façon de regarder les choses, c'est de regarder l'inflation endogène à la zone euro. Et l'inflation endogène à la zone euro, ce qu'on peut regarder, c'est l'évolution des prix des services uniquement, qui ne dépendent pas de
la déflation qui est exportée par la Chine depuis un an au moins, plusieurs trimestres, et puis de la baisse des prix des matières premières. Et cette inflation endogène à la zone euro, elle est encore importante. Christine Lagarde s'est félicitée qu'on est descendu sur l'inflation des prix des services, on a descendu à 3,9%. On était à 4% au mois de janvier, donc c'est quand même une décrue qui est très lente. Et attention, si... on en reparlera peut-être plus tard dans l'émission, mais si le plan de relance chinois venait à être un succès, il est possible que la Chine ne nous exporte plus de déflation. On ne peut pas imaginer que les prix des matières premières continuent à contribuer négativement de manière indéfinie. Alors peut-être que ça durera encore quelques trimestres, mais et que le baril de pétrole redescendra peut-être à 50-60 $ le baril, mais il ne va pas continuer à contribuer négativement pendant très longtemps non plus. Et si pendant ce temps-là, l'inflation endogène de la zone euro qui est liée au salaire ne diminue pas, mécaniquement, l'inflation totale reviendra vers cette inflation endogène de la zone euro. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu l'impression, quand même, quand on écoute la BCE, qu'ils prennent des décisions en amont, que cette décision de baisser les taux à cette réunion, elle n'a pas été prise hier et aujourd'hui, elle a été prise il y a 3 semaines, à la suite des du rapport sur l'inflation et du PMI, qui était très négatif. Et que depuis 3 semaines, en fait, la BCE va justifier et va chercher dans les chiffres ce qui l'intéresse pour justifier le fait qu'elle ait pris sa décision. Donc oui, la BCE a baissé, oui, la BCE baissera au mois de décembre, clairement. La vraie question, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'ils iront. Je pense que l'unanimité qu'on a eue aujourd'hui susceptible de se poursuivre au mois de décembre, mais qu'une fois qu'on aura passé la barre des 3%, ce sera un petit peu plus compliqué de continuer à avoir une unanimité, parce qu'il y a des divergences à l'intérieur de la zone euro en termes de momentum macro entre l'Allemagne qui va mal ou d'autres pays qui vont mieux. Et puis, surtout, il y a ces pressions inflationnistes endogènes qui sont toujours là. Peut-être que ça se calmera un petit peu, peut-être qu'on descendra vers 3,5 au cours du premier semestre de l'année prochaine sur l'inflation des services. Mais ce qui est certain, c'est qu'on restera largement au-dessus de l'objectif de la BCE sur cette inflation des services, même au second semestre de l'année prochaine. Et 3,5 d'inflation dans les services, c'est pas compatible avec un retour de l'inflation à la cible à 2% et une stabilité des prix de ce point de vue-là? C'est compatible parce que vous avez pris des biens qui continuent en territoire négatif, mais ces prix des biens qui continuent en territoire négatif, c'est la baisse des prix d'énergie et c'est l'export de la déflation chinoise. Et ça, c'est quand même des choses sur lesquelles il y a beaucoup de volatilité et je ne pense pas qu'on puisse baser une politique monétaire là-dessus. Le risque, pour vous, il est plutôt dans quel camp, Florian ? En zone euro, c'est-à-dire le risque d'avoir cette résistance de l'inflation, cette persistance qui empêcherait un peu la Banque Centrale Européenne à un certain stade, ou est-ce que ça peut basculer dans quelque chose d'autre ? Beaucoup tournent autour de l'emploi, et Christine Lagarde l'a rappelé, on est encore à un taux de chômage historiquement bas en zone euro, 6,4%, ça fait quand même longtemps que ça dure de ce point de vue-là. Est-ce que cet état-là peut être préservé encore face quand même à une croissance qui reste médiocre, une faiblesse de la demande persistante, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les entreprises vont devoir agir peut-être différemment de ce point de vue-là ? Je pense qu'il y a une variable qui est déterminante là-dedans, c'est la politique fiscale de 2025 et potentiellement une envie de consolidation fiscale de part et d'autre de l'Atlantique. Et la voire un besoin fiscale. Je ne sais pas c'est ça. Non, mais ce que je pense, c'est que il est vraisemblable qu'en 2025, en tout cas, qu'un effort côté fiscal soit fourni des deux côtés de l'Atlantique. Alors, relance côté chinois, ça peut aider, ça peut, disons... adoucir un peu, voilà, j'entends. La situation, mais globalement, la politique fiscale, elle est bien plus efficace pour faire passer l'inflation que la politique monétaire, parce qu'elle a des relais à l'économie qui sont bien plus rapides. Maintenant, est-ce que la France, pour ne pas la citer, a vraiment envie de le faire ? Est-ce que côté États-Unis, on va vraiment être capable de le faire lorsqu'en janvier, on se posera la question du plafond de la dette ? Pour nous, le scénario principal, ça reste en tout cas un effort fiscal qui pèse sur la demande et qui va
donner un formidable coup de main pour enrayer la fin de cette inflation extrêmement visqueuse qui est l'inflation des services. Vous ne croyez pas à une impulsion budgétaire débridée qui se poursuivrait en 2025 Si c'est le cas, la réaction de la politique monétaire, elle doit être vive, en tout cas avec au moins une interruption des baisses de taux. Mais je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui vers un besoin de consolidation fiscale, et ce besoin-là, il pourrait jouer le rôle le rôle final, disons la touche finale, dans la partie la plus le dernier clou dans le cercueil de l'inflation, quoi. Le dernier clou dans le cercueil. Non, mais pour être un peu brutal. Dit. Oui. Et ça, c'est aux États-Unis, ça existe, que ce soit Trump ou Harris demain à la Maison Blanche. Cette tentation de la consolidation fiscale, ou ce besoin de consolidation fiscale, ce sera la même chose, quel que soit le candidat élu en novembre? Évidemment, la volonté sera différente. Maintenant, il y a un appareil politique qui est en place, et il faut qu'il y ait une discussion entre le législatif et l'exécutif pour arriver à faire passer les plans Trump. Le plan Trump, c'est plutôt un plan inflationniste, c'est plutôt un plan, c'est un plan que tout le monde dit, la croissance et qui pourrait générer de l'inflation. Maintenant, il faut qu'il trouve en face une majorité pour pouvoir faire passer ces plans. Ça, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, en tout cas, du point de vue d'aujourd'hui. Ouais. François, comment vous regardez l'influence du policy mix et notamment de la partie fiscale budgétaire en 2025 sur l'évolution du cycle et de la conjoncture? Est-ce que ça impliquera effectivement pour les banques centrales? Non, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le fiscal a beaucoup d'impact sur l'économie et sur l'inflation. Par contre, je suis peut-être un peu moins optimiste quant à la volonté politique outre-Atlantique de réduire les déficits. En France, on n'a pas trop le choix, donc c'est simple, il y a des règles européennes et on va devoir a priori essayer si ce n'est de s'y tenir, de faire semblant de s'en rapprocher. Mais aux États-Unis, alors évidemment, il y a des différents cas de figure, mais si on regarde les élections, le Sénat semble quasiment acquis aux républicains. Et en général, vous avez quand même la Chambre des représentants qui vire avec le président. Ouais. Si Trump l'emporte, le risque de vague rouge est très important au Congrès. Ouais, exactement. Et quand on voit son programme économique, il est clair qu'il est stimulatif, inflationniste. Et moi, je regarde une banque centrale que j'aime bien regarder parce que c'est la banque centrale la plus en avance dans ce cycle monétaire, dans le cycle de hausse des taux et dans le cycle de baisse des taux qu'on a eu. C'est la Banque centrale du Brésil. Ils montent les taux, hein. Ils ont monté les taux. Dernier move, ils montent. Ils ont été les premiers à monter les taux en 2021, fin 2021 ou début 2022. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont été les premiers à les diminuer à l'été 2023. Et il y a eu un petit peu d'élan fiscal de la part du gouvernement, et la Banque centrale a commencé à remonter les taux dès le mois de septembre. Alors, je ne pense pas qu'on en arrive là, évidemment, mais quoique, on en reparlera dans... C'est une banque centrale émergente qui vous donne le signal et le guide aujourd'hui, enfin une lecture en tout cas avancée de ce qui peut se passer dans des zones moins émergentes. Je pense que c'est quelque chose qui peut se passer aux États-Unis si on a une relance budgétaire, si on a... on en discutait tout à l'heure, vous avez vu l'interview de Donald Trump il y a 2 jours. Oui. C'est assez incroyable cette appétence à vouloir augmenter les tarifs douaniers de manière très C'est bon pour la croissance. C'est bon pour la croissance. Oui, ça c'est ce qu'il dit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est bon pour l'inflation. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est aussi inflation. Ce que je veux dire, c'est que oui, il n'est pas impossible que dans un an, on se retrouve avec la Fed qui ait d'une part arrêté son cycle de baisse de taux bien plus prématurément que ce qui est aujourd'hui anticipé, et puis qui est, à l'inverse, refait une petite hausse de taux de 25 points de base, histoire de calmer les marchés et de calmer la politique budgétaire. La tentation budgétaire, relax budgétaire permanente. Bon, c'est bien, ça va rendre 2025 passionnant de ce point de vue-là. Que disent les entreprises de tout ça, Thierry, quand on écoute les entreprises? C'est le moment de les écouter puisqu'elles publient leurs points d'activité, leurs résultats. Elles ont des communications un peu sur ce qui les attend pour la suite. Je ne vais pas répondre directement à la question, mais simplement, mais un élément d'abord, c'est vrai que je suis surpris que
la volatilité implicite aux États-Unis, en Europe, en fait, allez, on est autour de 20. Enfin, donc pour le moment, c'est vraiment circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de... Alors que... Bon, enfin, C'est complaisant, 20 de VIX? Donc on parle du VIX là? oui. Je sais pas, parce qu'on l'a vu à 15, à 10, à moins de 10. On est en pleine saison des résultats, Ouais. 3 semaines des élections. Ouais, Ok. je pense, c'était ça mon message. D'accord. Je pense que compte tenu de l'environnement, qui est justement un peu plus de tension sur les marchés, déjà ça m'aurait pas semblé complètement anormal aujourd'hui. Voilà. Parce que donc on a quand même des banques centrales qui, bon, c'est pas archi clair, enfin, c'est ce qui vient d'être dit. Bon, on voit évidemment la trajectoire sur l'inflation, mais il y a quand même un petit risque qu'il faut garder en tête. Et évidemment, elles sont là pour surtout pas capituler à quelques encablures d'avoir vraiment la victoire. Donc, elles vont avoir un message prudent. Mais ça, c'est bon. En même temps, il y a la croissance qui ralentit quand même en Europe. Aujourd'hui, c'est assez certain. Et c'est là où je vais revenir sur les entreprises. Et en même temps, donc, on a ces élections. En même temps, on a la Chine qui fait un plan de stimulus. Sûr. Bon, qui était Beaucoup d'inconnus, hein. pas Beaucoup surprise, d'inconnus. mais quand même. on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et quand il y a trop d'inconnus, on n'a pas envie d'y aller trop vite, trop fort, quel que soit Exactement. Et l'argument au ou le moins, rationnel déjà, économique derrière. Vraiment, la volatilité, c'est pas. Enfin, attention, c'est pas un gros mot. Hein. Ça veut simplement dire qu'il y a de l'incertitude et que du coup, on peut avoir des écarts par rapport à la moyenne. Enfin, c'est tout ce que ça veut dire. Ça peut être à la hausse d'ailleurs. Hein. Personne n'a dit que c'est. En général, quand on a des pics de volatilité implicite, c'est qu'il y a, il y a Ça correspond plutôt à une baisse de pierre marché, qui tombe ouais. dans le, Ouais. ou un gros, quelque chose d'assez important qui tombe dans la marque qui était plus ou moins calme et ça crée des vagues. Ok, mais donc voilà, ça c'était mon premier point. Ensuite, pour compléter ce qui a été dit sur les États-Unis, c'est vrai que la victoire Trump, c'est quand même ce qu'il dit. En tout cas, vous avez vu, il dit tarif, c'est le mot le plus sympathique du dictionnaire. Le plus beau mot du monde. Voilà, le plus beau mot du monde. Mettre des tarifs sur les importations, hein, c'est pour être complet. Et donc là, on parle de quoi? Il dit, je pourrais mettre 10% quand même de tarifs, de hausse tarifaire sur toutes les importations. Oui, oui. Et donc, on parle quand même d'un effet sur le PIB européen. Bon, après, les calculs, faut être prudent, etc. Il y a tellement de paramètres, mais on parle quand même d'1% et de 6 à 7% de coupe des résultats des sociétés. Donc, tout ça, c'était pour répondre, pardon. Ouais, non, mais mais c'est bien de mettre les choses dans le la contexte. volatilité, elle est quand même, je trouve, assez raisonnable par rapport à l'environnement actuel. Et évidemment, en plus de ça, quand on regarde concrètement les élections, ce que disent, enfin, en tout cas surtout Trump quand même, parce que c'est quand même Il y a toujours de quoi se faire peur, oui. l'épouvantail. Hein, bon, enfin, c'est pas de débat. Je parle sur pour l'économie globalement, enfin pour la bonne conduite économique. On sait que ça, si on a 4 ans de Trump, ça va être musclé quand même, hein, pour tout le monde. Et là, les entreprises, elles sont pas non plus complètement sereines, surtout que dans son programme, il dit je vais mettre 10%. Et notamment aussi pour vous, chers Européens, parce que America First... c'est une négo, hein, c'est aussi toujours le dealmaker. Hein. Il dit, si vous construisez des usines, si vous vendez chez nous sans produire chez nous, il y aura des tarifs. Si vous produisez chez nous pour vendre chez nous, pas de problème, il n'y aura pas de tarifs. Ils n'ont pas attendu Trump ni personne pour... l'IRA, c'est quand même aussi un énorme siphonnage de tous les plans, enfin, tous les managements du monde, enfin... Les gros, on leur dit venez chez nous, on vous donne des montants colossaux pour vous implanter chez nous, on vous fait un pont d'or quoi. Concrètement, forcément quand il y a une décision, les États-Unis, c'est pas non plus le petit pays, donc on se pose quand même des vraies questions. Donc le sujet, il est quand même déjà très adressé et ça, Biden... Il n'y a pas besoin du levier des tarifs pour que les États-Unis soient attractifs pour des entreprises qui voudraient aller produire là-bas. Je veux dire, quand on parle justement aux entreprises, ils nous disent mais les Américains sont hyper agressifs quoi, pour qu'on vienne. Et donc, c'est Trump, etc. Mais il y a un combat. Et d'ailleurs, je veux dire, il y a des grands débats au Parlement européen. Tous les politiques se demandent, mais bon, c'est la fameuse question, est-ce que les États-Unis sont toujours le grand frère, l'allié et qui sont pas quand même un train. Trump, il bouscule un peu les choses de ce point de vue-là. Il dit nos alliés, on l'interrogeait sur l'Europe, l'Allemagne, nos alliés ont plus profité de nous que nos ennemis. Hein. C'est ça le monde de Trump. Hein. Exactement.
Non, mais donc, ça fait quand même un peu froid dans le dos, tout ça. Et donc, les entreprises, là-dedans, je pense que, elles attendent les résultats. On espère que ça soit le 5 ou le 6 et novembre. Et donc, il y a quand même aussi pas trop de sérénité. Et dans ce contexte-là, donc comme je pense que c'était aussi ça le point, c'est vrai qu'on a quand même des sociétés iconiques en Europe, LVMH et ASML qui déçoivent très fortement, parce que donc quand même ASML en 2 séances, donc ils ont perdu, ils ont perdu 60 milliards de capitalisation boursière. C'est la plus grosse perte de capitalisation boursière, la 4e plus grosse perte de capitalisation boursière de toute l'histoire de l'Europe. Ah ouais. La première. C'est Nokia, non? Ou avant même? La première, on fait un peu du... je crois que j'avais vu le truc, mais oui. C'est Volkswagen. Volkswagen. Voilà. Et Dieselgate. Voilà. D'accord. Et ensuite, c'était Nokia et Vodafone en pleine claquement de la BMT début des années 2000. Donc, c'est le 4e. Donc, je veux dire... C'est quoi les enseignements là, de ces 2 publications majeures? C'est les 2 plus grosses capitalisations boursières européennes. Oui, vous l'avez dit en introduction. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on y voit un peu plus clair avec TSMC. Ouais. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire des petits quiz, mais toute l'émission. Mais si, on pourrait. Non, s'il y a des trucs à gagner, je veux bien. J'ai découvert aujourd'hui le nom que donnent les Taïwanais à TSMC. Oui. Donc c'est quand même. C'est quoi la montagne qui protège? Voilà, la montagne sacrée. La montagne sacrée qui protège. Bon, donc c'est quand même. Je veux dire, c'est un. Oui, c'est une. Fleuron national, c'est un mot qui veut dire quelque chose de ce point de vue-là. Exactement. Exactement. Et donc que dit TSMC? Ils disent nous, déjà ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire que les résultats sont très bons. Pas de problème sur les prises de commandes pour 2025. C'est des sociétés, c'est des mastodontes et on attend encore 25% de croissance en 2025. Et surtout, ils disent sur l'intelligence artificielle, ça reste très, très, très fort. Donc c'est là où je dis on y voit un tout petit peu plus clair. Parce que c'est vrai donc ASML, c'était pas le bon signal à suivre hier. Non. Si on pense semi-conducteur IA. En tout cas, dimension intelligence artificielle. D'accord. Des analystes ont essayé de gratter pour savoir un peu ce qui s'était passé sur les prises de commandes, puisque c'était ça le sujet chez ASML. Et donc, les prises de commandes donc sur les machines les plus sophistiquées, celles qui fabriquent les nœuds les plus performants, donc on parle de 3 nanomètres et 5 nanomètres, elles ont été de 8 là, sur ce trimestre écoulé. On était entre 5 et 10 les trimestres précédents. Donc c'est un trimestre. C'est leur rythme. C'est leur rythme. Voilà. Par contre, sur les machines qui fabriquent les puces plus cycliques, la mémoire, etc., on était en rythme de croisière ces derniers trimestres à 80 machines vendues par trimestre, et là on est à 35. Donc c'est là le vrai quoi. Et donc ça rejoint aussi ce qui a été dit en préambule, c'est-à-dire que... Mais sur des machines qui sont plus des machines de commodité, quoi. Oui, c'est ça. Ça a le prix d'un avion, une machine ASML. Hein, voilà, c'est des... mais en gros, c'est pas du tout la thématique. Je comprends. C'est pas l'IA qui a pêché Nvidia dans les prises de commande d'ASML. Ah bah oui, historique. Je veux dire, on s'était vu cet été... il y a quand même eu une grosse inquiétude en juillet, en disant alors le ralentissement de la nouvelle puce. Je rouvre pas ce chapitre-là, mais là, en tout cas, moi, j'aurais pas forcément prédit que Nvidia soit 2 mois plus tard sur un plus haut historique. Et donc la thématique intelligence artificielle, ça, je pense, c'est important d'avoir quand même ce message-là. Aujourd'hui, quand on y voit un tout petit peu plus clair que la poussière retombe, il n'y a pas de signaux qui permettent de dire c'est fini. Voilà, il y aura un jour, ça sera fini, mais c'est pas aujourd'hui. Bon, le dernier message de Jensen Huang sur Blackwell, la nouvelle puce, c'est que ça y est, la production est en place, est en route et que la demande est insane. Voilà, c'est. Non, mais c'est ce qu'il dit. Hein, donc, oui. Donc il est patron d'une boîte cotée. Il défend sa boîte, mais il est patron d'une boîte cotée. Il sait que le message est quand même important. Le facteur chinois. Comment vous regardez ça? Et est-ce que c'est une inconnue pour 2025? Est-ce que la Chine peut quand même résoudre une partie des problèmes et améliorer un peu la conjoncture devant elle?
Et est-ce que ça joue dans la macro globale 2025 et de quelle manière ? Et la macro européenne. Par exemple, et allemande par exemple. Exactement. Oui, alors disons que le plan en soi, il adresse les principaux points qui aujourd'hui sont problématiques pour la Chine. Le stock d'immobilier, la demande locale et le stock de dette des banques de second rang, des banques locales. Donc sur le papier, les problèmes sont bien identifiés, quoi. Voilà, Oui. tout est identifié, Oui. Des mesures sont proposées. Il n'y a pas de déni par rapport à ça, quoi. D'accord. Maintenant, la question, c'est quelle est l'ampleur du stimulus monétaire et fiscal pour résoudre le problème. Est-ce que cette ampleur-là, c'est l'ami des marchés ou c'est l'ami du peuple chinois ? C'est ça la question. Et la barre n'est pas la même. Et aujourd'hui, les marchés ont plutôt assez bien acheté l'idée qu'il y a un revirement politique qui est plus market-friendly qu'il ne l'a été au cours des maintenant 24 derniers mois, 36 derniers mois, depuis qu'on a commencé à mettre en place une restructuration, de l'économie chinoise dans son ensemble. En tout cas, la ramener vers un dogme plus communiste, pour dire les choses clairement. Là-dessus, on va être un petit peu divisé, c'est-à-dire que du côté de nos gérants de portefeuille, ils ont une vue assez positive de cet environnement-là. Ils pensent qu'il y a simplement une première partie de ces mesures qui a été pricée dans les actions chinoises et qu'il reste encore des effets de second rang à capturer. Il y a une discussion qui s'engage évidemment entre nos stratégistes qui sont plus prudents par rapport à la situation parce que pour l'instant, peu ou rien n'a été délivré à part quelques mesures monétaires et du coup le doute subsiste. Je trouve que l'approche peut-être la plus raisonnable vis-à-vis de ça, c'est justement de passer par l'Europe et de se dire finalement quel est le grand trading partner de la Chine aujourd'hui et quel genre de capitalisation peuvent arriver à récupérer une partie de cette valeur-là. Pour nous, l'Europe, c'est je ne vais pas dire un no-brainer, mais en tout cas, c'est une forme plutôt smart de gestion, sans avoir à s'exposer aux actions chinoises elles-mêmes, ni aux actions émergentes. Et rappelons-le, le poids de la Chine dans les indices émergents, il est beaucoup, beaucoup plus petit qu'il ne l'était il y a 3-4 ans en arrière. On parle de 30%, Mais du coup, en Europe, on joue quoi ? On joue l'Allemagne, le manufacturier, ou on joue le luxe français ? Parce qu'on essaye un peu les deux. Le luxe français a été joué sur les premières annonces. Oui. Bon, autant vous dire qu'avec les résultats de LVMH, tout est revenu sur les niveaux qui précédaient les premières annonces chinoises. Qu'est-ce qui est le trade le plus intéressant de ce point de vue-là ? On parle des résultats de Q3, du troisième trimestre, dans lequel on ne pouvait pas voir l'impact d'une relance chinoise. Moi, j'étais assez inquiet de voir comment la communication allait être orchestrée, c'est-à-dire à quel point le forward guidance des entreprises allait être, au moment de l'annonce des résultats, allait être positif ou pas. LVMH, soyons clairs, l'exercice est loin d'être un succès. Pour autant... on verra les autres, parce que si c'est compliqué pour LVMH, j'attends de voir... Pour d'autres groupes de luxe, plus faibles et en positionnement plus compliqué, quoi. Évidemment. Après, gardons en tête. Je trouve assez intéressant à quel point on a toujours la même séquence année après année, avec un début d'année plutôt européen. On l'a eu en 23, on l'a eu en 24, on pourrait l'avoir en 25. On marque des points bas en octobre et généralement, on a 3-4 mois de rallye européen assez fort, quoi. Une BCE accommodante, une relance chinoise, des valorisations potentiellement plus attractives et la dissolution d'un certain nombre de points noirs pour l'économie européenne. C'est peut-être dur à voir, mais aujourd'hui, ça pourrait être un investment case assez attractif aujourd'hui. En tout cas, plus facile peut-être à gérer qu'une exposition nue aux actions chinoises ou une exposition aux émergents qui contiennent une diversité de situations qui est très différente du MSCI World lui-même. Le facteur chinois, oui, c'est un vent positif pour les actifs européens, pour les actions européennes. Ça va se retrouver quelque part dans la réalité de certaines entreprises européennes. J'ai beaucoup lu l'idée d'un whatever it takes moment en Chine, quoi. C'est-à-dire que l'idée, quand même, et derrière whatever it takes, c'est ne nous mettons pas en face, quand même. C'est ça la logique de marché, quoi. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est que ils ont énormément tardé. Et que finalement, pendant tout ce temps où ils ont tardé, l'impression que j'ai, c'est qu'ils sont quand même préparés pour avoir une politique beaucoup plus isolationniste que ce qu'ils avaient précédemment. Et que finalement, ce plan de relance chinois profite aux entreprises chinoises, mais assez peu aux entreprises européennes.
On ne parle pas d'ASML qui peut plus Oui. vendre en Chine, Ah ouais. mais ce qui est clair, c'est que sur de nombreuses, sur le secteur automobile, c'est pareil. Je pense pas que je pense que la messe est dite dans la bataille entre les constructeurs automobiles chinois et européens. Ça va être très difficile de repartir à la conquête du consommateur chinois sur le secteur automobile. Le consommateur chinois peut racheter une voiture demain, c'est pas une voiture occidentale qu'il l'achètera, quoi. A priori, oui. Oui. A priori, oui. Donc tout ça me fait être un petit peu prudent sur l'impact du plan de relance chinois en direct sur les entreprises européennes. Alors, bon, et certains, il vaut quand même mieux avoir une Chine qui marche bien qu'une Chine qui marche pas. Et in fine, si on a une relance aussi du secteur immobilier chinois, ce sera profitable pour certaines autres entreprises, peut-être des entreprises comme Schneider Electric plutôt que directement LVMH. Ouais. Mais donc moi, j'attends de voir un petit peu sur l'impact chinois. Pour tout le reste, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la baisse des taux européenne, on n'a pas parlé de la Bank Lending Survey de la Banque BCE centrale. qui est Ouais. sortie hier, qui est quand même plutôt optimiste et qui peut laisser espérer qu'on ait un rebond des PMI. C'est un point de données, hein. C'est un point de données. Bien sûr, mais j'essaie de voir quelque chose d'optimiste. Je fais mon Christine Lagarde. J'essaye de voir. Effectivement, hein, il faudra que ce soit confirmé. Mais il est possible qu'on ait un petit rebond de l'économie souffle européenne, porteur. un petit souffle porteur, et avec une BCE qui baisse ses taux, des niveaux de valorisation qui sont quand même encore assez attractifs en zone euro, qu'on ait un beau printemps l'année prochaine sur la bourse européenne. Sur la bourse européenne, ouais, c'est ça. Après, je boucle aussi avec votre idée que, attention, tout ça peut aussi limiter peut-être les marges de manœuvre de la Banque Centrale Européenne pour baisser ses taux à un certain stade. Oui, alors après... C'est un peu de la reprise, un peu de Chine, un peu de matières premières et... J'ai posé une question tout à l'heure, je n'ai pas donné la réponse. Sur le point d'atterrissage des taux de la BCE, effectivement, si on finit à 2-3 quarts ou à 1-3 quarts, ce n'est pas du tout la même chose. Non. On est... Le marché dit 2 pour l'instant. Oui, légèrement en dessous de 2 même. Légèrement en dessous de 2. Plutôt vers un 3 quarts. Nous dans les discussions qu'on a en Plutôt interne, on est au-dessus, plutôt quoi. vers 2,25, entre c'est 2 et 2,50. Ah ouais, oui, ça fait quand même 50 points de base de différence. LVMH ou d'autres. Alors non, si un truc qui me marque aussi, Thierry, c'est... si, LVMH, on verra les résultats des autres groupes, mais... On sait déjà que Hermès résistera mieux que Kering. On a vu Adidas qui relevait, je crois, pour la 3e fois cette année ses perspectives. Alors, une entreprise qui s'est retournée, qui s'est repositionnée, etc. Alors que Nike en est peut-être à plusieurs warnings déjà cette année. Nestlé qui publie aujourd'hui. Alors, la réaction est positive parce que là aussi, le cours de bourse n'a pas arrêté de dévisser. Tandis que celui d'Unilever, le grand compétiteur dans le même secteur, lui, a eu une année boursière, en tout cas, tout à fait correcte. Les exemples se multiplient de ce point de vue-là, quand même. Au sein d'un même secteur, on a à chaque fois des mastodontes et c'est cette espèce d'idée de vase communicant. Quand l'un va bien, l'autre va pas bien et ça tourne, quoi. Non, mais c'est vrai que même si on est très... à nouveau, si on m'avait dit au 1er janvier, est-ce que Nestlé aurait ce parcours-là... C'était plus 30, moins 30, hein, voilà, versus à chaque fois. Unilever, c'est pas, alors qu'on parle quand même... C'est pas des petits écarts, quoi. Voilà, c'est pas des constructeurs automobiles où on peut comprendre que c'est compliqué. Donc ouais, non, après, il y a des... c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Mais si, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même des stratégies, des managements et de l'opérationnel, l'exécution. Ouais. Et ça fait des grosses différences. Et puis en plus... Le marché joue son rôle, quoi. Voilà, et on sait très bien qu'il y a des boîtes, elles arrivent un peu en bout de cycle, justement, de management, de stratégie. Elles ont besoin de se réinventer. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Surtout un mastodonte comme Nestlé, avant de bouger les lignes, etc. C'est énorme. Donc, il faut recréer une dynamique. Donc, mais c'est quand même c'est assez violent, en tout cas, la réaction boursière, justement, qui peut être... les sanctions qui peuvent être... Et aujourd'hui, on a envie de quoi? De privilégier quand même les best in class, ceux qui ont fait leurs preuves dernièrement. Mais quels sont les best in class? Ou est-ce qu'on se dit que dans les entreprises qui sont peut-être sur des moments de retournement, c'est peut-être plutôt là qu'on a envie de se positionner pour l'avenir?
Nous, ce qu'on pense en tout cas, c'est qu'il faut avoir un peu de tout. Certainement pas faire un. Non, mais c'est vrai. Il faut avoir ce qu'on appelle des recovery. C'est bien en portefeuille. Bon, là, on voit, il y a Sartorius. Sartorius aujourd'hui, qui prend 15 ou 16%. Alors que les résultats sont so-so, c'est simplement, ils disent, on voit poindre la croissance. Ça fait longtemps qu'ils ont des difficultés. Le cours, les mauvaises nouvelles font plus baisser, quoi. C'est ça qui est. Non, là, c'est un début de bonnes nouvelles. C'est un début de bonnes nouvelles. Et donc, ça peut être intéressant parce que ça a quand même été une super darling, on dit, sur les marchés pendant des années. Là, à nouveau, c'est en complément de ce qu'on disait tout à l'heure, une phase post-Covid transitoire qui est compliquée à gérer avec de la décroissance, alors que c'était considéré comme la boîte qui n'aurait jamais de décroissance avant très longtemps. Il y a quand même, il souffre. Et là, on dit, et le cours repart tout de suite. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir la capacité à détecter ces dossiers-là. Ça va très vite. Il ne faut pas avoir peur. C'est un conseil que je donne perso, de laisser justement les 20 premiers % sur la table, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc, il faut accepter qu'on n'achète pas au plus bas. Quand les messages commencent à être plus clairs, on peut, je pense, retourner. On peut repartir sur une belle histoire. Et en complément de ça, sur LVMH, je donne mon avis. Oui, super. Voilà. Le plus haut historique du cours. Donc 800 combien ? 902. 902, pardon. Début juin 2023. Fin avril. C'était fin avril. C'est ce que je voulais dire. Fin avril, début 23. Et le plus haut sur les attentes de résultats 2024 ou 2025, c'est en juin 2023. Et depuis juin 2023, on ne fait que réviser à la baisse les résultats des LVMH. On n'a pas l'impression. Ils étaient sponsors des JO. On n'a vu que LVMH. On a l'impression que tout va bien pour LVMH. On m'a dit en 2 ans, si on prend le secteur du luxe en Europe, en 2 ans, la croissance bénéficiaire, c'est 0 à l'arrivée. Oui, c'est ça, exactement. Donc dit autrement, quand on coupe parce que... Et les cours de bourse Oui. Voilà. Donc il y a un ajustement colossal qui a été fait et le marché l'a vu quasiment à un mois près. Donc c'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, donc c'était ça. Je me permets de donner un conseil. Bon, après ça n'engage que moi, mais le couteau pour moi il continue de tomber. Donc quand on a des révisions, et d'ailleurs Jacques Guani, le Jean-Jacques Guani, ils disent pas qu'il y a un point bas. Voilà, ils veulent pas dire qu'il y a un point bas. Quelle est la visibilité que vous nous offrez ? Il dit. Vous verrez. Moi, la visibilité, c'est je connais mes ventes d'hier. C'est ça. Et c'est tout ce que je peux. Vous verrez le trimestre prochain. Et le stimulus chinois, est-ce que vous en voyez les effets ? Non. Voilà, c'est vrai que oui. C'est trop tôt pour dire oui, ok. Non, mais même sur la Golden Week, il dit c'est ni mieux ni moins bien que ce qu'on observait précédemment. Il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on a pu observer précédemment sur les Golden Week. C'est important et je sais qu'il y a des brokers américains qui monitorent les visites, les ventes, etc. dans les grands centres commerciaux à Shanghai, etc. pendant la Golden Week. Et ils ont dit, a priori, de ce qu'on arrive à monitorer, on sera encore sur une légère décroissance pendant. Donc, il y a décroissance organique des ventes. Donc, il n'y a pas d'amélioration aujourd'hui. Donc, restons prudents. Enfin, en tout cas, c'est mon avis sur ce secteur-là. Alors que sur d'autres, effectivement, donc on a cité Publicis là. Le tournement, il est un peu plus long. Enfin, il date de quand même maintenant assez longtemps. Oui. Voilà, on a des dossiers comme Sartorius. Mais c'est ça l'intérêt de la bourse, c'est d'arriver à être positionné au bon moment sur les bons titres. Florian, là, cette période de publication de résultats, est-ce que c'est le catalyseur de rotation de marché ? Est-ce que ça va justement même peut-être mettre une nouvelle tendance dans le marché ? Il y a eu un moment défensif cet été. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu les perturbations géopolitiques, le plan de relance chinois. Il y a eu un peu de tentation cyclique. J'ai eu l'impression de ça. Mais bon, on voit que le marché reste quand même... les valeurs défensives restent quand même plutôt bien positionnées encore aujourd'hui, quoi. Oui. Pour paraître peut-être un chouïa plus positif en termes de perspective, on a quand même un certain alignement de planètes en cette fin d'année. C'est-à-dire qu'au-delà des élections américaines, on a une macro US qui s'améliore nettement, je trouve. En tout cas, on a une cohérence des data qui est assez forte de ce côté-là. On a un peu plus d'inflation aux États-Unis que prévu. Et on a une banque centrale ou des banques centrales qui baissent les taux de façon assez uniforme jusqu'à ce qu'elles décident de ne plus le faire, j'entends. Tout ça, ça crée un environnement, un backdrop qui est assez... qui est surprenamment positif en fait pour les marchés cycliques. Alors peut-être un peu moins pour le crédit, je trouve, que pour les actions elles-mêmes. Du coup, on a eu un troisième trimestre au niveau actions avec des performances assez remarquables, une meilleure, je dirais, un meilleur split, des diffusion, diffusion, une distribution de la performance plus équilibrée. Plus équilibrée. Et cette phase-là
post-élection américaine, elle pourrait continuer. Alors il y a le grand point d'interrogation de ce que Donald Trump, si il est élu, pourrait arriver à faire. Si on met de côté le politique et qu'on regarde juste la partie économique pure, on a un peu plus de croissance que prévu, Chine, US, on a un peu plus d'inflation que prévu hors Europe, je pense, globalement, à attendre, et c'est positif. Et c'est bon pour les actions, C'est ça. bon pour les actions. Ouais. Et on a des taux qui devraient continuer soit à se stabiliser, soit à marginalement reculer, en tout cas sur la partie plus sur la partie courte que sur la partie longue. Mais ça reste balisé sur Ça les reste taux. relativement balisé pour l'instant. Pour l'instant, le danger, évidemment, c'est un vrai steepening fort de la courbe, où là, on pourrait avoir quelques difficultés. Mais cet environnement-là, au-delà des valorisations de marché, D'accord. il n'est pas nécessairement négatif. Et les valos, elles ne sont pas équilibrées. Il y a pas, tout n'est pas cher. Il y a des choses qui restent encore attractives dans l'ensemble en termes de En valorisation. termes d'indice, ça veut dire qu'on n'a pas vu les sommets, alors? Nous, ce qu'on a, c'est il nous faudrait encore 10% de croissance des actions développées pour qu'on puisse dire là, c'est trop cher. OK. Ça laisse un petit peu de place devant nous. Oui, 10%. Logique d'investissement chez DNCA, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, François, dans une idée un peu multi-asset, hein? Dans cette idée multi-asset, on est toujours long d'equity européenne. Clairement, je pense que la thèse a été bien développée. Effectivement, sur le crédit, ça commence à devenir cher aussi. Ouais. Donc on prend des profits sur le crédit, notamment sur la partie high yield, qui nous semble avoir un peu épuisé son potentiel à court terme. On aime, en termes de devise, le dollar. Qui reste une devise protectrice pour les portefeuilles. Et puis, en ce qui nous concerne, sur la partie taux d'intérêt, on continue d'avoir une exposition assez faible au risque de duration. Pourquoi ? Parce que, en gros, ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la courbe des taux d'intérêt versus ce qui va se réaliser. Oui, les banques centrales vont continuer de baisser leurs taux, c'est certain, mais est-ce qu'elles les baisseront plus ou moins que ce qui est anticipé par le marché ? Là, on est un petit peu plus dubitatif, donc c'est pour ça qu'on préfère rester prudent là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Collet, DNCA Investments, Florian Yelpo, Lombard Odier IM et Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors.